Bienvenue en direct de l'Université des maires de l'Ouest parisien. Et je reçois Gérard Larcher, bonjour. Bonjour. Président du Sénat, et lui des Yvelines. D'ailleurs, qui est la personnalité qui vient, que vous êtes fidèle à cette université, c'est le président du Sénat ou c'est l'élu des Yvelines? Les deux. L'élu des Yvelines à la rencontre des maires des Yvelines et le président du Sénat à la rencontre des élus des Yvelines et des élus des Hauts-de-Seine. Et j'allais dire, c'est dans ces deux fonctions. Demain, par exemple, je serai avec les maires ruraux du Lot-et-Garonne. Lot-et-Garonne, voilà. Vendredi dernier, j'ai été avec les maires du Puy-de-Dôme. Et la semaine d'avant, j'étais à l'Assemblée générale des maires de Seine-et-Marne. Vous voyez que ça, c'est le contact nécessaire entre un lieu où on fait la loi, où on représente les collectivités territoriales, et puis les réalités que les maires vivent devant nous, budgétaires, de mobilité, la réalité de la crise énergétique, tout ça. Et je ne vous cache pas qu'à chaque fois, je fais remonter aux commissions, et notamment la commission des finances, les observations que j'entends, parce que je pense qu'en permanence, il faut être dans le territoire. D'ailleurs, la Constitution le dit. Le Sénat est une chambre législative, évidemment, mais la Constitution dit qu'elle représente les collectivités territoriales. C'est très important. Elle assure la représentation des collectivités territoriales. C'est ce que dit la Constitution, l'article 24 bis. Et c'est pour ça que le président du Sénat, mais aussi tous mes collègues sénateurs, s'immergent vraiment dans le territoire, au contact des 35 000 communes, des plus de 100 départements et collectivités territoriales, des 17 régions. Alors, il y a peut-être un mot derrière tout ça, et vous avez lancé un groupe de recherche, enfin de travail sur ce thème, c'est le mot de décentralisation. Vous êtes partisan à ce qu'il y ait un nouveau pas de la décentralisation, et le Sénat commence à travailler dessus. Pourquoi déjà? Pourquoi il faut ce nouveau pas sur la décentralisation? Nous avions présenté en 2020 un rapport, j'allais dire, transgroupe politique, du groupe communiste au groupe Les Républicains. Il y avait 30 propositions. Et il y avait 50 propositions pour les collectivités territoriales. Et nous les avions présentées et proposées, d'ailleurs, au président de la République. Puisqu'en 2019, à l'issue de la crise des Gilets jaunes, le président de la République avait dit il faut que nous ayons une nouvelle étape dans la décentralisation. Il ne s'est pas passé grand-chose, à l'exception de 2 textes, notamment la loi 3DS, absolument, qui a été adoptée sur lequel le Sénat a beaucoup travaillé, sur lequel le Sénat a fait beaucoup de choses, que ce soit pour les communes urbaines et SRU, que ce soit pour la relation commune-intercommunalité, et qui ont repris 10 propositions des 50 que faisait le Sénat. Puis là, le président de la République vient de dire qu'il était favorable à une grande loi de décentralisation. Alors, le Sénat est disponible. Et le Sénat se met au travail, c'est un travail permanent, mais nous avons mis en place le 5 octobre, donc la semaine dernière, le groupe de travail. Ce groupe transgroupe, bien sûr, qui reprend avec 3 grands sujets. L'autonomie financière des collectivités territoriales. Ce n'est pas la peine de parler de décentralisation si les communes n'ont aucune autonomie financière. Et on voit aujourd'hui les difficultés dans lesquelles elles se débattent. Ce matin, j'étais avec des maires des Yvelines et des Hauts-de-Seine qui me faisaient maire de communes rurales, maire de communes urbaines, maire de très grandes communes. La réalité de leur budget en matière d'énergie, de restauration scolaire, de matières premières, de pression aussi sur les centres communaux d'action sociale. La réalité, par exemple, des charges locatives qui sont appelées, notamment dans le parc social et le parc social ancien. Oui, on ne sait pas si les gens vont pouvoir payer les loyers des HLM, en gros. Vous voyez bien que le rôle de la proximité des communes est quelque chose d'essentiel. Donc ça, c'est le premier point. Le second sujet, c'est la différenciation. Est-ce qu'on traite de la même manière des territoires qui sont des territoires ruraux? Est-ce qu'on traite de la même manière l'Ariège et les Yvelines? Est-ce qu'on traite de la même manière des réalités que je vivais dans le Puy-de-Dôme avec des exactement les mêmes réalités? Puis, le troisième sujet, il ne peut pas y avoir de décentralisation. Vous savez, ce n'est pas la décentralisation pour la décentralisation. C'est la décentralisation
pour la proximité, pour recréer de la confiance, et aussi pour faire en proximité ce qu'on fait mieux en proximité qu'on le fait de manière lointaine. Vous savez, depuis 15 ans, en tous les cas depuis 10 ans, on a vraiment recentralisé, on a verticalisé. Oui, on a l'impression qu'on est revenu en arrière. On est revenu en arrière, c'est vrai. Il y a eu les grandes lois sous Mitterrand. Mais décentralisation, ça veut dire aussi un État territorial, un État local fort. Absolument. Voilà pourquoi nous appelons ça la déconcentration. Et on ne peut pas parler de couple maire-préfet si le préfet n'a aucun pouvoir sur ses services. Absolument. Nous voulons impérativement retrouver, on l'a fait un tout petit bout dans 3DS, sur les questions de l'eau ou de la biodiversité. Il faut qu'on aille beaucoup plus loin. En fait, il faut que l'État central fasse confiance à l'État territorial. Et on a vu, notamment dans la crise du Covid, comment les collectivités territoriales pouvaient agir là où l'État ne savait pas faire. Elles sont une souplesse. Oui. On a bien fait quand on l'a fait ensemble, mais il ne faut pas oublier le rôle des collectivités territoriales. Je n'oppose pas l'État et les collectivités territoriales. Non. Nous avons besoin les uns des autres. Est-ce que vous diriez qu'il y a aussi dans cet espoir de décentralisation un enjeu démocratique? C'est la proximité. Nous voyons bien que plus on est vertical, moins les citoyens ont le sentiment d'être entendus, écoutés, et moins ils participent. Et c'est un vrai sujet pour nous tous, quelle que soit notre sensibilité. L'abstention, c'est, j'allais dire, le premier adversaire d'une vie démocratique qui est saine. Or, la proximité, le débat, vous savez, on fait des grandes théories sur la démocratie participative. La première démocratie participative, c'est ce que fait un conseil municipal quand il va faire des réunions de quartier, quand sur un projet, il va échanger avec les citoyens. Et ça n'est pas toujours facile parce que d'ailleurs, dans ce type de réunion, on rend le maire responsable de tout. Comme vous l'avez dit un jour, c'est l'élu qui a porté de gifle. Hein. Oui, j'avais dit à porter d'engueulade parce que parfois c'est pire que cela. Et je dois dire, je vais prendre un exemple, quand on parle de politique de transport, qui dépendent pour certaines politiques de transport de la région, d'autres de l'État. Vous savez, quand à Bailly-Noisy... C'est le maire qui se fait engueuler. Et quand à Bailly-Noisy, il y a un problème de bruit, c'est le maire. Absolument. On va voir. Et je dois dire qu'il faut qu'on apporte des réponses. Mais là, ça nécessite ce partenariat. Mais les citoyens, ils reconnaissent d'abord leur maire, parce que quelque part, c'est leur avocat. Absolument. Un mot justement sur cette question de la démocratie et puis des pouvoirs locaux. On reparle beaucoup de revenir sur le non-cumul des mandats. Il y a eu une proposition du sénateur Marseille au Sénat. Il y a Carl Olive qui fait cette même députée qui est à l'Assemblée. Est-ce que vous avez une position là-dessus Très clair. Je pense que ça a été une erreur. Et une erreur manifeste de mettre un peu hors sol, et dans le risque du hors-sol, les parlementaires. Et que donc exercer un mandat exécutif local et un mandat parlementaire, c'est au contraire recréer du lien. Voilà pourquoi la première proposition de loi qui a eu lieu, elle était au Sénat, elle était du président du groupe des radicaux, un radical de gauche, Jacques Mézard. Nous l'avions soutenu, qui a été ministre et qui est maintenant membre du Conseil constitutionnel. Oui. C'est Hervé Marseille qui a fait adopter une proposition de loi l'an dernier. Il est le président du groupe de l'Union centriste et il est élu des Hauts-de-Seine. Et Carl Olive, l'ancien maire de Poissy, a déposé une proposition de loi. Il n'a pas encore pu la déposer. Nous en avons partagé ensemble. Je crois que c'est de salut public démocratique de faire avancer ces textes. Je voudrais qu'on dise un mot peut-être de la métropole du Grand Paris. Alors, on en entend parler depuis la présidence de Nicolas Sarkozy. On a l'impression qu'il n'y a pas grand-chose qui se fait, qu'on ne sait pas très bien comment tout peut s'articuler avec la région, avec les départements, avec les grandes villes. Vous allez vous emparer un peu de ce sujet, non ? Oui, d'abord on s'en est emparé, puisque dans les 50 propositions, nous avions dit que sur la question des métropoles, il fallait apporter des réponses. Il y a en cours au Sénat une mission d'évaluation de la Commission des lois sur le fonctionnement des métropoles de Lyon et de Marseille,
qui rencontre un certain nombre de difficultés. Vous savez, quand vous êtes à la métropole de Lyon et que vous avez 42 maires sur plus de 57 qui veulent quitter la métropole, c'est qu'il y a un problème. À Marseille, le problème aujourd'hui, c'est quel est le pouvoir entre les communes et la métropole et des sujets financiers majeurs. Pour la métropole, qu'on appelle du Grand Paris, de l'Île-de-France, je prends le sujet globalement, c'est un des sujets dont le groupe de travail s'est emparé et qu'il mettra à l'ordre du jour. Pour vous donner un agenda, rapport d'étape au mois de janvier prochain et rapport définitif, je pense, fin mars, début avril. Donc on n'est pas dans des choses très lointaines. Un mot peut-être du Sénat et de la politique nationale. C'est vrai que le fait qu'il n'y ait pas de majorité absolue à l'Assemblée renforce le rôle du Sénat dans le travail législatif. Comment vous le voyez, ce rôle du Sénat? Plutôt d'opposition, parce qu'après tout, il y a une majorité d'opposition au Sénat, ou plutôt de travail, de conciliation, de réconciliation? Parce qu'il y a peut-être un besoin de réconciliation de la France. D'abord, le bicamérisme, c'est quoi? Et pour reprendre une formule d'un de mes maîtres, l'Assemblée nationale, c'est la pulsion. Le Sénat, c'est un balancier stabilisateur des institutions. Donc, par nature, et même quand la majorité sénatoriale est de la même sensibilité que la majorité à l'Assemblée nationale, j'ai connu ça à ma première présidence du Sénat. Notre rôle de contre-pouvoir, notre indépendance, c'est une qualité, me semble-t-il, utile à la République. La seconde des choses, c'est que nous sommes un lieu de dialogue. Et dans ce lieu de dialogue, naturellement, nous dialoguons avec les députés, mais nous devons dialoguer aussi avec les collectivités territoriales. Et donc, notre démarche est une démarche en responsabilité, quel que soit le groupe. Quand on dit non, c'est non. Je vais prendre exemple. Quand le président de la République nous a proposé, il n'y a pas si longtemps, de réformer la Constitution, à la suite de la Convention citoyenne, nous étions hostiles à la modification de la Constitution pour introduire des clauses constitutionnelles en matière environnementale. Non pas parce que nous ne considérons pas que ça n'est pas une priorité que la transition écologique, mais nous pensons que la rédaction nous conduisait à des blocages futurs, que déjà Jacques Chirac avait introduit le principe de précaution. Fort heureusement, on va avoir un débat sur le nucléaire. Vous imaginez si on avait modifié la Constitution, Absolument. Ce qu'il aurait été. Donc, aujourd'hui, notre ligne de crête, c'est l'intérêt du pays. Notre ligne de crête, c'est aussi les valeurs que nous portons dans la majorité sénatoriale, qui est diverse, mais vraiment, c'est l'état d'esprit qui est le nôtre. Si on regarde un peu le paysage de la France aujourd'hui, on voit quand même une France un peu désespérée, un peu pessimiste. Quel peut être le rôle des élus justement pour essayer de redonner le moral aux Français, quoi? Il y a une trame irremplaçable dans notre pays qui s'appelle plus de 500 000 élus territoriaux. Vous souvenez-vous, dans les années 2012, 2013, 2014, on disait il y a trop d'élus. Moi, je pense que la République a besoin de ces élus. Et que ces 500 000 élus territoriaux sont quelque part les représentants des citoyens. Voilà pourquoi nous nous sommes élus au suffrage universel indirect, mais qu'au travers de ces 500 000 élus, qui est notre corps électoral, quelque part, c'est les citoyens que nous représentons. Et donc, le rôle, pour redonner le moral au pays, c'est la proximité. Je ne dis pas que ça suffit, mais je dis que la décentralisation, c'est un des leviers du retour de la confiance. Car le premier grand sujet, c'est le sujet de la confiance. Nous sommes dans une société de défiance, dans une société qui se replie les uns par rapport aux autres. Et il faut qu'on trouve des lieux où on forme communauté au singulier. Et la première des communautés, c'est la commune. Merci beaucoup, Gérard. Merci de m'avoir invité et à TV Fil 78, la chaîne des Yvelines, mon département. Voilà, et bonnes universités. Merci.